bienvenue dans notre programme. Dans cette nouvelle analyse du front, la situation à l'est et au sud de l'Ukraine illustre une phase d'intensité élevée, marquée par des affrontements constants, une adaptation tactique rapide et une pression soutenue sur les lignes logistiques russes. Dans les secteurs de Rychine et de Rodinsk, les unités ukrainiennes ont réussi à ralentir significativement l'avancée des forces russes. Les combats y restent actifs et particulièrement violents. Les forces de défense ukrainiennes opèrent avec une coordination étroite entre drones et artillerie, ce qui leur permet de détecter, cibler et neutraliser efficacement les groupes d'assaut ennemis. Malgré les tentatives répétées de renforcement par Moscou, les unités russes engagées dans ces offensives subissent des pertes lourdes et ne parviennent pas à obtenir de percées durables. Le secteur de Pokrovsk demeure un point clé du dispositif défensif. Selon l'état-major ukrainien, les forces en présence ont réussi à contenir la majorité des tentatives de percées russes, tant dans cette zone que dans la direction de Kostiantynivka. Les troupes sur le terrain signalent un usage intensif de bombes aériennes ainsi qu'une large variété de drones, allant d'appareils lourds de type hexacoptère à des drones légers de reconnaissance. Cette diversification des moyens illustre la volonté russe de saturer les défenses ukrainiennes, sans pour autant obtenir les hâtes escomptées. L'objectif stratégique de la Russie reste clair: s'emparer de Kostiantynivka et dans la continuité, de Druskivka. Ces localités constituent des nœuds essentiels dans la structure défensive ukrainienne du Donbass. C'est précisément cette importance stratégique qui explique la violence persistante des combats. Depuis près d'un an, les forces ukrainiennes repoussent systématiquement les tentatives de conquête, infligeant des pertes significatives tout en maintenant leur position. Le commandement ukrainien démontre une capacité d'adaptation notable. Plutôt que de se limiter à une posture défensive classique, il privilégie des actions proactives, notamment des frappes ciblées sur les lignes logistiques russes. L'objectif est clair: neutraliser l'infanterie ennemie avant même qu'elle ne puisse se déployer efficacement en première ligne. Cette doctrine, soutenue par le commandant en chef Oleksandr Syrsky, repose sur une combinaison d'attaques de précision et de mobilité tactique. Plus au sud, la direction de Ouliaïpol reste l'un des points les plus sensibles du front. Les forces russes y poursuivent leur tentative offensive, bien que leur approche ait évolué par rapport aux campagnes précédentes. Sur le flanc sud de la ligne de défense ukrainienne, les troupes ennemies cherchent à progresser vers des axes ferroviaires stratégiques, essentiels au ravitaillement ukrainien. Toutefois, ces efforts se heurtent à une résistance soutenue. Dans le secteur d'Orikiv, les forces ukrainiennes mènent également des contre-offensives actives au nord, perturbant les plans russes visant à avancer le long de l'axe Donetsk-Zaporizhia. L'ambition de Moscou d'ouvrir un large front vers le sud se trouve ainsi entravée par une défense coordonnée et flexible. Sur le plan matériel, les pertes russes continuent de s'accumuler. Les forces ukrainiennes maintiennent une pression constante sur les équipements ennemis. Selon les rapports récents, plusieurs systèmes majeurs ont été détruits, dont un système de défense antiaérienne Pantsir d'une valeur estimée à 15 millions de dollars. En une seule journée, les forces ukrainiennes ont neutralisé des véhicules blindés, des dizaines de systèmes d'artillerie et plusieurs lance-roquettes multiples, tout en endommageant un grand nombre de véhicules logistiques. La désorganisation logistique russe produit des effets en cascade. L'évacuation des blessés devient de plus en plus difficile, tout comme l'acheminement des ressources vers le front. Cette dégradation logistique entraîne mécaniquement une augmentation des pertes humaines, souvent irréversibles. Les contraintes de transport, parfois réduites à des moyens rudimentaires, limitent fortement la capacité opérationnelle des unités engagées. Les chiffres des pertes humaines confirment cette tendance. En une journée, près d'1 millier de soldats russes auraient été mis hors de combat. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, les pertes cumulées dépasseraient le million de militaires, un niveau qui reflète l'intensité et la durée du conflit. Dans ce contexte, l'analyse stratégique met en lumière une concentration des efforts russes sur des objectifs précis. Faute de ressources suffisantes pour mener des opérations d'envergure sur plusieurs axes simultanément, Moscou semble privilégier des directions prioritaires, notamment Kostiantynivka et Pokrovsk. L'objectif global serait d'encercler le dispositif défensif ukrainien en opérant depuis plusieurs axes convergents, incluant Liman et Sloviansk. Cependant, cette stratégie montre ses limites. Les offensives répétées échouent à produire des gains significatifs, tandis que les forces ukrainiennes exploitent efficacement le renseignement et les frappes en profondeur pour perturber les renforts et les capacités logistiques adverses. Ainsi, la dynamique actuelle du front révèle un équilibre instable. Une pression offensive persistante de la Russie, confrontée à une défense ukrainienne de plus en plus structurée, mobile et orientée vers la désorganisation systématique de l'adversaire. De petites unités d'assaut mobiles, opérant à bord de véhicules tout-terrain, de buggy et de camionnettes légères, tentent désormais d'intégrer des véhicules blindés modernisés dans leurs manœuvres. Toutefois, ces configurations tactiques ne sont pas nouvelles pour nos forces, qui, fortes de leur expérience accumulée sur le terrain, parviennent à les neutraliser avec efficacité. Dans la direction de Kostiantynivka, les combats demeurent particulièrement intenses. Néanmoins, nos positions sont maintenues avec fermeté,
et nos contre-offensives permettent de détruire une part significative des effectifs ennemis ainsi que leurs équipements. Cette zone revêt une importance stratégique majeure, dans la mesure où elle permet de contenir et d'user les unités récemment déployées par l'adversaire, tout en contraignant celui-ci à mobiliser des ressources supplémentaires issues d'autres secteurs. Selon les données fournies par l'état-major, plus d'1 millier de combattants ennemis ont été neutralisés au cours de la seule journée précédente, un chiffre qui atteignait encore récemment 1200 pertes quotidiennes. Ces pertes, bien que survenant dans un contexte de réduction du nombre d'assauts, restent considérables. Cette évolution confirme les analyses de nos commandants. Chaque mètre de terrain est âprement disputé et conquis au prix de lourds sacrifices. Toutefois, le coût humain et matériel imposé à l'ennemi a désormais doublé par rapport à celui observé il y a 2 ou 3 mois. Cela témoigne d'une amélioration notable de notre dispositif défensif qui parvient non seulement à contenir les offensives adverses, mais aussi à épuiser progressivement ses réserves, lesquelles ne semblent plus suffisantes pour soutenir une progression significative. Les combats demeurent néanmoins d'une intensité élevée, en raison des objectifs stratégiques fixés au plus haut niveau du commandement russe. Les secteurs de Pokrovsk et de Myrnorad figurent parmi les zones les plus difficiles à défendre. Pourtant, malgré ces contraintes, l'ennemi n'y enregistre aucune avancée décisive. Les gains territoriaux éventuels restent extrêmement limités, oscillant entre quelques dizaines et quelques centaines de mètres, sans qu'aucune percée majeure ne soit constatée, d'autant plus que nos forces mènent régulièrement des contre-attaques ciblées. Une approche tactique spécifique s'est imposée. Elle consiste à exploiter les vulnérabilités de l'adversaire par des actions indirectes, notamment des attaques de flanc, des opérations nocturnes ou encore des frappes dans la profondeur. Ce mode opératoire, particulièrement efficace, vise à désorganiser l'ennemi, à perturber sa logistique et à créer un climat d'incertitude. Les opérations spéciales actuellement en cours s'inscrivent dans cette logique, en ciblant les arrières et les lignes de soutien adverses. Ces actions non conventionnelles contribuent non seulement à la défense de nos positions, mais également à semer la confusion et à prévenir de nouvelles offensives. Parallèlement, aucun secteur du front n'est laissé sans couverture. Les lignes défensives ont été renforcées et consolidées dans plusieurs zones clés. Une stratégie systématique d'attrition est également mise en œuvre, visant à éliminer les renforts ennemis au fur et à mesure de leur déploiement. Bien que le nombre d'attaques reste élevé, dépassant fréquemment une vingtaine par jour, leur efficacité a nettement diminué, et l'ennemi ne parvient plus à progresser de manière significative. La situation tend ainsi vers une stabilisation relative. Sur d'autres axes, les opérations adverses revêtent désormais un caractère essentiellement tactique. Le secteur de Liman, initialement perçu comme prioritaire, s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique d'action limitée, sans résultat stratégique notable. Une situation comparable est observée dans la région de Kharkiv, à proximité de Kupiansk. Les ambitions initiales de prise totale de la ville ont été abandonnées, malgré les annonces répétées affirmant le contraire. Ces déclarations, désormais largement discréditées, témoignent d'un décalage croissant entre la communication officielle et la réalité du terrain. Dans la direction de Soumy, la situation reste relativement calme, bien qu'une recrudescence récente des activités ennemies ait été observée, avec 6 attaques enregistrées en une journée. Nos forces, pleinement préparées, ont repoussé ces tentatives et repris le contrôle de certaines localités. Ces offensives semblent davantage viser à détourner nos ressources et à tester la réactivité de nos réserves, dans un contexte d'intensification localisée des opérations. Dans l'ensemble, la ligne de front demeure stable. Certes, les combats restent violents, et l'ennemi continue de préparer de nouvelles réserves. Sur le plan stratégique, il développe également des drones à propulsion avancée. Toutefois, notre avantage réside dans la supériorité quantitative et qualitative de nos systèmes de drones, estimés entre 20 et 25%, voire davantage dans certaines zones critiques. Cette supériorité nous permet de mener des frappes en profondeur, ciblant des infrastructures stratégiques situées à plus de 1000, voire 1200 km, telles que des raffineries ou des lanceurs de missiles. Le renforcement de la production de drones constitue désormais une priorité majeure. Ces capacités permettent d'affaiblir significativement le potentiel militaire et économique de la Russie, tant sur son territoire que dans les zones occupées. En particulier, la perturbation des exportations de pétrole et de produits pétroliers, essentielle au financement de son économie, représente un levier stratégique déterminant dans l'évolution du conflit.